C'est l'or. Hasta la vista, baby. Fantomas. De la force sous de toi. Tu veux que je te chante une petite chanson? Ce soir, je vais conclure Amélie. Ça va marcher beaucoup moins bien, Vers l'infini et au-delà. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission On en fait tout un cinéma. Vous le savez, l'émission a changé de nom il y a 15 jours et on se retrouve une nouvelle fois pour jouer durant ce confinement. Vous le savez, l'actualité du cinéma est très maigre actuellement, donc je vous propose une spéciale quiz et on va s'amuser avec mes films cultes. Je vais vous poser des questions sur des films qui ont marqué des décennies bien sûr et des générations de spectateurs. Vous allez avoir 15 secondes pour y répondre et vous allez avoir 3 choix de possibilités de réponse bien entendu. Ensuite, je vous donne la réponse avec des anecdotes sur ces films. Voilà, c'est clair. On va commencer dès maintenant avec la première question. Première question, mais avant de commencer avec les films cultes, je vous propose d'aller faire un tour dans les salles de cinéma qui sont totalement à l'arrêt actuellement, vous le savez, à cause du Covid-19. Et pour les soutenir, un hashtag a fait son apparition, c'est hashtag On ira tous au cinéma pour soutenir les salles. Et d'ailleurs, savez-vous, avec cette question, pourquoi la sortie des films en France se fait le mercredi ? A. Les enfants n'ont pas école. B. Une ancienne loi ne le permet pas. Ou bien C. Par contrat avec les États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez 15 secondes. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, les films sortent le vendredi, prélude à un week-end chargé. C'est la même chose en Angleterre, mais chez nos voisins allemands et italiens, c'est le jeudi que les films sortent. Alors en France, l'usage et la tradition veulent que les films sortent le mercredi, mais cela ne constitue en rien une règle absolue. Cela dit, en France, comme on agite régulièrement notre exception culturelle, voici en tout cas une vraie singularité, puisqu'à l'échelle de la planète, nous sommes les seuls à sortir les films le mercredi avec nos amis belges. L'argument le plus simple est le suivant. Le mercredi, les élèves sont en repos, ils ont du temps libre et le cinéma est un très bon moyen de les occuper, les exploitants le savent. Et en plus, les jeunes doivent être accompagnés de billets vendus au lieu d'un seul. C'est définitivement un argument de poids. Mais en fait, en 1972, avant, les films sortaient en France le jeudi, histoire de coïncider avec le jour de repos des écoliers. Après cette date, les rythmes scolaires évoluent et le jour de repos passe du jeudi au mercredi. Les exploitants de salles s'adaptent alors en conséquence. Le jour de sortie devient le mercredi. Au-delà de capter un jeune public de choix, le mercredi, ce décalage permet aussi de découvrir les œuvres avant le week-end, jour de fréquentation les plus importants. Passons à la deuxième question et c'est parti avec un de mes premiers films cultes, Psychose ou bien Psycho aux États-Unis. C'est un film d'horreur américain tourné en noir et blanc, réalisé par le grand Alfred Hitchcock. Le film est sorti en 1960, c'est déjà son 47e long métrage. Il a été inspiré par le roman éponyme de Robert Bloch et dont le scénario a été écrit par le jeune cinéaste Joseph Stefano. On se souvient aussi de la musique du film, elle est aussi célèbre que le long métrage. Elle a été composée par Bernard Herrmann. Et ce film majeur est celui de la filmographie d'Alfred Hitchcock, considéré comme un chef-d'œuvre du suspense et a élevé Anthony Hopkins, le comédien, au rang de célébrité du cinéma. Il interprète ici dans le film le rôle de Norman Bates. Et je vous propose cette question. Qu'est-ce qui apparaît en gros plan au cinéma pour la première fois dans le film Psychose ? A. Un vrai squelette. B. Une chasse d'eau. Ou bien C. Une fermeture éclair. Qu'est-ce qui apparaît en gros plan au cinéma pour la première fois dans le film Psychose ? Un vrai squelette, une chasse d'eau ou bien une fermeture éclair. Vous avez encore quelques secondes pour répondre.
La première chasse d'eau apparue au cinéma en gros plan, c'est dans le film Psychose de 1960. Le tournage de la mort de Marion Crane se fit en 7 jours et 70 prises pour seulement 45 secondes de plan enchaînés dans le film. Le meurtre de Marion Crane n'était pas seulement une scène pivot pour la cohérence de Psychose, il allait donner à Hitchcock le rang de maître. Le tournage de cette scène coûta 62 000 $, c'était énorme pour l'époque. La scène de la douche de Psychose est actuellement la scène la plus étudiée par les étudiants en cinéma dans le monde. Passons à la question 3 et revenons sur le film culte Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone aux États-Unis, qui est une comédie familiale américaine réalisée par Chris Columbus, à qui l'on doit aussi un autre film culte, Madame Doubtfire. Le film est sorti en 1990, il connaîtra 4 suites. Maman, j'ai encore raté l'avion en 92 avec le casting original du premier long métrage. Maman, je m'occupe des méchants en 97 avec un casting inédit. Maman, je suis seul contre tous en 2002 ou encore Maman, la maison est hantée en 2012. Le film est considéré comme l'un des plus rentables au box-office. Avec un budget de seulement 18 millions de $, il a remporté plus de 470 millions dans le monde. En France, le film a totalisé 2 240 000 entrées. Alors mondialement, le film est considéré comme culte et est l'un des films de Noël les plus appréciés de tous les temps pour cette période. Regardez l'extrait et je vous pose la question ensuite. Question, quelle est la particularité de la fille sur cette photo qui dans l'histoire est la petite amie du frère de Kevin? A. C'est la vraie sœur de l'acteur Macaulay Culkin. B. C'est un garçon. Ou bien C. Elle est décédée avant la sortie du film. Alors, vous avez 15 secondes pour répondre. C'est la vraie sœur de l'acteur Macaulay Culkin. Ou bien c'est un garçon, ou tout simplement la fille est décédée juste avant la sortie du film. Dans Maman, j'ai raté l'avion, Kevin n'est vraiment pas tendre avec la copine de son grand frère Buzz. Le réalisateur a donc pris un garçon avec une perruque en photo plutôt qu'une véritable petite fille, car l'image aurait été bien trop cruelle. Macaulay Culkin et John Candy, le saviez-vous qu'ils avaient déjà été partenaires dans 2 autres comédies? Dans le film Uncle Buck, sorti en 89, et dans le film Ta mère ou moi, en 91. Il faut savoir également qu'en 2019, Disney, qui a racheté bien sûr les droits des films, a annoncé qu'un remake de Maman, j'ai raté l'avion pour les 30 ans était en préparation. Depuis, il se murmure que ce serait une série pour la plateforme Disney+. Home Alone. Allez, passons à la 4e question. Film culte, Terminator, ou bien The Terminator aux États-Unis, film de science-fiction américain réalisé par James Cameron, sorti en 1984, avec notamment dans les rôles principaux Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn ou encore Linda Hamilton. Le film traitant du voyage dans le temps et de la menace que pourraient naître des robots créés par une super intelligence issue de la singularité technologique. Ce film est devenu l'un des classiques du cinéma d'action et d'anticipation des années 80. Le succès du film a conduit à la création d'une franchise avec notamment une série de films, une série télévisée ainsi que plusieurs jeux vidéo. En 2008, le film a été sélectionné par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès américain pour être conservé en raison de son importance culturelle, historique et même esthétique. Regardez cet extrait du film Terminator et je vous pose la question ensuite. Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué. Comment peut-il se relever? Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça n'existe pas. C'est vrai. Pas avant 40 ans. Tu veux dire que tu viens du futur? Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée?
Et ce Terminator pense pouvoir arriver à anéantir le mécanisme de son ennemi? L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Question. Avant le grand Schwarzenegger, James Cameron avait dans un premier temps pensé à Mel Gibson, B. à Eddie Murphy ou bien C. à Sylvester Stallone. Vous avez 15 secondes. Avant le grand Schwarzenegger, James Cameron avait dans un premier temps pensé à Mel Gibson, à Eddie Murphy ou bien à Sylvester Stallone. Schwarzenegger est finalement choisi par le réalisateur James Cameron car il trouvait qu'il avait une vraie tête de tueur. La saga Terminator a été entamée en 84 avec Terminator, puis s'est poursuivie en 91 avec Terminator 2, le jugement dernier, toujours sous la direction de James Cameron. En 2003, un troisième volet voit le jour, Terminator 3, le soulèvement des machines, réalisé par Jonathan Mostow. Et dans ces trois longs métrages, c'est bien l'acteur d'origine autrichienne Arnold Schwarzenegger qui interprétera le rôle titre. Mais nous, on cherchait Mel Gibson, c'est lui qui était choisi dans un premier temps par James Cameron. Et il faut savoir que Terminator, c'est la seconde réalisation de James Cameron, seulement 3 ans après Piranha 2, Les Tueurs Volants. C'est avec ce film que l'Américain accède immédiatement à la consécration internationale et en plus il va se spécialiser dans le cinéma fantastique à gros budget avec par exemple Alien le Retour ou bien Abyss. Il retrouvera ensuite Arnold Schwarzenegger dans la suite, le jugement dernier, le Terminator 2, et dans le film d'action True Lies aux côtés de Jamie Lee Curtis, puis avant de connaître la consécration ultime en 97 avec Titanic. Et il faut savoir également que l'actrice Linda Hamilton s'est réellement cassé la cheville durant le tournage de Terminator. Elle a dû ainsi effectuer toutes ses scènes de poursuite avec une jambe bandée. Sarah Connor. Oui. Question numéro 5 déjà, et dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade, un film américain réalisé par Steven Spielberg. Le film est sorti en 89, il s'agit du 3e volet de la série de 4 films centrés sur le personnage d'Indiana Jones, incarné à l'écran par Harrison Ford. Regardez cet extrait et je vous pose la question. Oh, c'est la pris. Ça y est. Ce bouclier est le second indice. Nous l'avons trouvé. Indiana Jones est en quête du Graal, la recherche la plus importante de sa vie. Mais pour certaines aventures, un seul Jones ne suffit pas. Oui, père. Junior. Je vous en prie, ne m'appelez pas comme ça. Suivez-moi, je connais le chemin. Une course au travers des 3 continents. Alors maintenant, ils ont mon plan. Et dans ce genre de course, il n'y a pas de médaille pour le second. Accrochez-vous, on va se poser. Question. Le chiffre 12 a une importance entre l'acteur Sean Connery et Harrison Ford. Laquelle A. Ils ont 12 ans d'écart. B. Ils ont tous les deux des enfants de 12 ans. Ou bien C. 12 cm seulement les différencient en taille. Vous avez 15 secondes pour répondre. Dans Indiana Jones, c'est la dernière croisade, Sean Connery joue le père d'Harrison Ford. Et bien sûr, le problème, c'est que les deux acteurs ont seulement 12 ans de différence. C'est la réponse que j'attendais. Le saviez-vous également que le réalisateur et scénariste Chris Columbus, qui a réalisé Maman j'ai raté l'avion, on l'a dit tout à l'heure, Harry Potter à l'école des sorciers ou encore Madame Doubtfire, rédigea un script pour Indiana Jones et la dernière croisade. Un script qui voyait Indiana Jones voyager en Afrique, mais qui fut rejeté par la production en raison de trop nombreux stéréotypes négatifs liés au continent. Il faut savoir aussi que le film a été réalisé avec un record de recettes en 89 un peu partout dans le monde, et en France, il a réalisé plus de 6 249 000 entrées. Tu appelles ça de l'archéologie?
Question 6 est retour sur le film culte Grease ou bien Brillantine, c'est le titre au Québec. C'est une comédie musicale réalisée par Randall Kleiser, sortie en 1978. Il est adapté de la comédie musicale homonyme de Jim Jacob et de Warren Casey, créée en 1972 à Broadway. Il a été joué plus de 3388 fois. Le film raconte la vie d'une jeune lycéenne de 18 ans aux États-Unis à la fin des années 50. Et une suite, Grease 2, a été réalisée en 82 mais a rencontré beaucoup moins de succès que le premier film. Allez, retour durant l'été 1958 avec Sandy et Danny, souvenez-vous. Cet été, prenez rendez-vous, amenez une amie et revivez la magie qui a tout déclenché. Question au départ, Grease était censé être A, un dessin animé, B, une série ou bien C, un livre. Vous avez 15 secondes pour répondre. Grease permit à John Travolta et à Olivia Newton-John d'accéder à la gloire. Le premier venait de se faire remarquer par le grand public dans La fièvre du samedi soir en 1977, tandis que la seconde était davantage plus connue comme chanteuse de country aux États-Unis. Alors la réponse que j'attendais était bien un dessin animé, effectivement. La production a choisi Barry Bede pour composer la musique d'ouverture. Ce morceau constituant un anachronisme, puisque vous le savez, le disco n'existait pas encore dans les années 50. Le réalisateur a alors eu l'idée de le faire accompagner d'une séquence animée pour éviter un décalage trop important entre la musique et les images. Grease fut un succès mondial puisqu'il a totalisé plus de 396 millions de dollars de recettes dans le monde et en France 5 700 000 entrées enregistrées depuis sa sortie en 1978. Il constitue un record d'entrée au cinéma pour une comédie musicale. Il faut savoir aussi que le producteur du film aurait à l'origine proposé le rôle de Danny à un certain Henry Winkler. Alors qui est-ce ? Eh bien, il était en plein succès à la télévision à l'époque grâce à son rôle de Fonzie dans la série Happy Days. L'acteur aurait refusé par peur de rester enfermé dans ce type de rôle trop particulier. Depuis, je peux vous le dire, il regrette. Et il faut savoir aussi que Olivia Newton-John, qui interprète une lycéenne de 18 ans dans le film, était en réalité âgée de 30 ans. Danny, est-ce la fin ? Non, bien sûr que non. Ça n'est que le commencement. Allez, passons déjà à l'avant-dernière question et on va voir le film culte Charlie et la chocolaterie, réalisé par le grand Tim Burton, film américain sorti en 2005. C'est l'adaptation du roman de Roald Dahl, sorti en 1964. Et la question, elle arrive juste après cet extrait. Oh. Willy Wonka, le génie que rien ne peut abattre, magicien expert en chocolat. Le chewing-gum, c'est très vulgaire. Le chewing-gum, ça m'exaspère. Question pour le tournage de Charlie à la chocolaterie. Tim Burton a fait dresser 40 quoi pour les besoins du film ? A, des éléphants, B, des écureuils ou bien C, des fourmis. Vous avez 15 secondes. A, des éléphants, B, des écureuils ou bien C, des fourmis. On se souvient tous de la fameuse scène des écureuils qui ouvrent des noisettes dans le film. Eh bien, c'est bien celle-ci qui a posé problème au réalisateur car il ne voulait pas recréer cette scène numériquement avec des animaux en 3D. Donc, incroyable mais vrai, Tim Burton a bien fait le choix de faire dresser plus de 40 véritables écureuils pour les besoins de cette scène dont on se souvient tous. Alors, bien que le film soit dans l'ensemble fidèle au livre, on peut quand même révéler quelques différences, comme par exemple le personnage de Wilbur Wonka, le dentiste antipathique et le père de Willy, incarné à l'écran par Christopher Lee, est une totale invention du film. Tous les flashbacks qui traitent de la dure enfance de Willy Wonka et qui expliquent sa fascination pour le chocolat ou bien encore la réconciliation à la fin sont carrément absentes du roman. C'est la seule grande différence réelle entre le roman et
le film. Alors le tournage fut magique et immense pour les acteurs, les décors utilisés pour le film nécessitant quand même l'ensemble des 7 grandes plateformes des studios de Pinewood, situés à Londres. Il faut savoir que le grand fleuve en chocolat et sa cascade a été rempli par plus de 120 000 litres de chocolat réel, ou encore l'herbe qui se trouve au même endroit a été fabriquée en sucre, ce qui a permis aux enfants de pouvoir manger réellement l'herbe durant le tournage. Allez, c'est parti, c'est la dernière question et un voyage dans le temps dès maintenant avec le film culte Retour vers le futur, film de science-fiction américain réalisé par Robert Zemeckis et sorti en 1985. L'intrigue relate le voyage dans le passé d'un adolescent, Marty McFly, à bord d'une machine à voyager dans le temps fabriquée par le docteur Emmett Brown à partir d'une voiture de modèle DeLorean. Parti de l'année 1985, il est propulsé en 1955 et Marty, aidé du doc de l'époque, de 55, doit résoudre les paradoxes temporels provoqués par ses interventions dans le passé et trouver le moyen de faire fonctionner la machine pour pouvoir retourner à son époque d'origine. Alors bien que le film était prévu, il faut le savoir, à l'unique comme un film unique, son succès commercial donnera lieu à 2 suites, Retour vers le futur 2 en 89 et Retour vers le futur 3 en 90, qui forment une trilogie et qui entraînent le développement d'une franchise sur divers supports. C'est devenu culte, extrait, et la question arrive ensuite. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace! Il s'en est bon! Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur, moi! Alors on le sait tous, dans le film, c'est une voiture qui permet de voyager dans le temps, mais à l'époque du scénario, Marty devait voyager plutôt à travers A, un lave-linge, B, avec une cheminée, ou bien C, par un réfrigérateur. Vous avez 15 secondes pour répondre. A, un lave-linge, B, une cheminée, ou bien C, un réfrigérateur. La machine à voyager dans le temps de la saga Retour vers le futur est une DeLorean modifiée, ça on le sait. Cette voiture, désormais entrée dans la légende du 7e art, se distingue notamment par ses portes papillons ou bien à sa carrosserie en acier inoxydable non peint. Le voyage dans le temps devait initialement se faire via un réfrigérateur modifié. Et oui, c'est bien ça la réponse que j'attendais. L'idée fut rapidement abandonnée puisque les auteurs craignaient que les enfants n'essayent de s'enfermer à leur tour dans leur propre frigo. Donc exit le frigo et c'est bien une voiture qui a été choisie. Les concepteurs du film n'avaient pas du tout prévu, comme je vous le disais, de faire une suite à Retour vers le futur. Comme l'a dit lui-même le scénariste Bob Gale dans l'entrevue qu'il a donnée dans le documentaire de Damien Piscarel en 2015, Retour vers le futur, 30 ans du film culte. D'ailleurs, la DeLorean volante de la fin du premier opus n'était qu'à l'origine une pure plaisanterie. Mais les demandes persistantes des fans ont conclu à réaliser une suite. Ça devait s'appeler Paradox. Et c'est en 89 et 90 qu'a vu le jour Retour vers le futur 2 et 3. Zemeckis et Gale ont eu beaucoup de mal à construire une suite, puisque certains acteurs du premier volet n'étaient plus très partants pour tourner le second opus. Et il faut savoir qu'en France, Retour vers le futur rencontre un énorme succès commercial avec 3 457 000 entrées, le classant 4e de l'année du box-office 85. Les amis, il est temps de s'amuser, c'est pour vous l'occasion peut-être de remporter 2 places de cinéma qui vous y mèneront bien entendu quand les salles seront réouvertes dans les Vosges. Vous pouvez d'ailleurs choisir la salle vosgienne participante de votre choix, liste disponible sur notre page Facebook. C'est d'ailleurs ici qu'il faut se rendre également pour donner la réponse à ce nouveau jeu que je vous propose aujourd'hui. Réponse à donner en message privé, notre page Facebook, l'émission, on en fait tout un cinéma. Vous nous écrivez un message privé, vous allez avoir donc une bande-annonce cryptée, masquée, complètement défoncée dans tous les sens, mais ça c'est normal, ne réglez pas votre téléviseur et vous allez devoir deviner à travers ces quelques images qui vont apparaître sur votre écran le titre du film. Vous avez la réponse, direction donc notre page Facebook pour formuler la réponse en message privé. Voilà, bonne chance à tous, mais attention, je vous le redis, il faut être le plus rapide dès maintenant. Voici l'extrait.
Il y a quelqu'un qui a inventé un jeu mortel. C'est toujours le même scénario. Règle numéro 1. Vous avez trouvé, j'en suis sûr. Attention, vous êtes nombreux à vouloir participer, mais ce sera le premier d'entre vous qui aura formulé la bonne réponse qui sera bien sûr le gagnant des 2 places de cinéma. Les places seront à utiliser quand les salles seront réouvertes. N'oubliez pas le hashtag « On ira tous au cinéma ». Vous allez jouer dès maintenant, alors donnez votre réponse sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma, en message privé, vos coordonnées, le titre du film que vous pensez avoir démasqué à travers cette bande-annonce cryptée, et bien sûr vos coordonnées et la salle participante à laquelle vous voulez vous rendre. Je vous dis à tous bonne chance. Les amis, c'est déjà la fin de l'émission, mais on se donne rendez-vous dans 15 jours. Mais avant de se quitter, je voulais rendre hommage au grand Michel Piccoli, acteur et réalisateur français, décédé le 12 mai dernier à l'âge de 94 ans. A-t-on appris en ce début de semaine par sa famille, bien sûr, le comédien a eu une filmographie riche de 200 films. Il est célèbre pour avoir tourné avec Hitchcock, avec Godard, avec Costa Gavras ou encore même Sauté et Varda. Il était connu pour ses grandes participations à de grands classiques du cinéma, bien sûr, tels que Le Mépris, La Grande Bouffe ou encore même Belle de jour. Le comédien nous a donc quittés à l'âge de 94 ans. C'est la fin de l'émission, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On va se donner rendez-vous dans 15 jours et j'espère que l'actualité du cinéma sera de nouveau riche. Sinon, je vous proposerai à nouveau de jouer ensemble. Vous pouvez retrouver notre programme en replay sur notre site viavauche.tv ou encore sur notre page Facebook, l'émission On en fait tout un cinéma. On se dit à très bientôt, merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas le hashtag On ira tous au cinéma pour soutenir toutes les salles fermées actuellement en France et dont on a hâte de retrouver. Amusez-vous bien, profitez, faites attention à vous et surtout sortez couverts, pensez aux autres. Bye bye, merci.